Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Pop Culture Land, la chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler des Éternels. Alors j'ai vu le film hier soir, ça a été extrêmement instructif. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'en ai pensé. Alors d'abord il va y avoir une partie donc sans spoilers où je ne vais pas rentrer dans les détails, où je vais simplement vous donner mon avis de façon globale. Ensuite, il y aura forcément une partie avec spoilers, parce que le film pose déjà beaucoup de bases pour l'avenir du MCU. Et je vais terminer en fait par une petite partie sur le problème entre le film et les critiques, puisque la critique est assez divisée au sujet des Éternels. Et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense et ce que je pense des a priori qui commencent à devenir extrêmement gênants du côté de certains sites et de certains journalistes. Donc, pour résumer globalement un petit peu l'histoire, on parle donc des Éternels, c'est-à-dire, pour la version MCU, de Cersei, interprétée par Gemma Chan, de Icaris, qui est donc joué par Richard Madden, de Kingo dans ce rôle avec Kumail Nanjiani, de Sprite qui est joué par Liam McHugh, de Fastos qui est donc interprété par Brian Tyree Henry, de Macari qui est joué par Lauren Ridloff, de Druig qui est donc interprété par Barry Keoghan, de Gilgamesh qui est joué par Don Lee, de Ajak qui est joué comme vous avez pu le voir dans les nombreuses bandes annonces par Salma Hayek, de Tena dont le rôle est tenu par Angelina Jolie et de Karun qui est joué par Harish Patel. Alors en gros, l'histoire, le synopsis, c'est que les Éternels sont une nouvelle équipe en fait de super-héros dans le MCU qui sont d'anciens extraterrestres qui vivent sur Terre en secret depuis des milliers d'années et ça fait suite aux événements de Avengers Endgame. Il y a on va dire un moment important, quelque chose d'inattendu qui les oblige à sortir de l'ombre pour se réunir contre le plus vieil ennemi de l'humanité, qui serait donc les déviants. Alors il faut savoir que les éternels viennent toutes et tous d'une planète qui s'appelle Olympia. Ils ont été guidés de tout temps par des êtres cosmiques qu'on appelle les célestes et qui sont... alors on en voit un d'ailleurs précédemment dans un autre film de Marvel Studios, puisque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans Les Gardiens de la Galaxie, quand les gardiens se rendent sur Nowhere, vous aurez remarqué que l'astéroïde a une forme un petit peu particulière qui ressemble vaguement à un crâne. Eh bien c'est un crâne en fait. Cet astéroïde Nowhere, c'est la tête d'un céleste mort. Alors, pour l'instant, c'est une des questions, une des nombreuses questions auxquelles ne répond pas les éternels. Comment est-ce qu'un céleste peut mourir? Mais vous allez voir, ça va être forcément intéressant pour la suite. Alors, il faut savoir que le film fait 2h30, un petit peu plus de 2h30, un générique compris. Globalement, donc le film est réalisé par Chloé Zhao, qui a été récemment récompensée aux Oscars. On retrouve une partie de l'équipe technique qu'on avait déjà précédemment sur les films Avengers, sur certains autres films du MCU, dont le directeur de la photographie. Et je dois dire que c'est un film qui est un vrai pari pour Marvel. Alors ça avait été annoncé de toute façon. Marvel avait très clairement reconnu que le film était un pari audacieux. Je pense que c'est ce qui est aussi à l'origine de la division des critiques. Parce que ce film-là fait le pari de prendre son temps pour développer. Alors il y a 7000 ans d'histoire qui sont couverts. Et globalement, c'est quand même assez bien couvert. Alors il n'y a pas
évidemment 7000 ans, mais on voit les moments importants, du moins ceux qui sont importants dans la construction des éternels, dans la construction de leurs liens. Et puis, il y a une vraie dynamique de groupe qui se construit mine de rien. Alors, l'inconvénient, c'est que, globalement, il y a quand même eu des moments où il a fallu que je m'accroche pour tenir sur la distance, parce que c'est un des rares Marvel à ne pas jouer sur l'action frénétique pour tenir le rythme. On voit dans ce film-là que Marvel prend le risque de faire des longues phases d'explication. Et quand on le voit comme ça à brûle pour point, on peut se dire, ok, bon, le film est un peu long, quoi. Il y a un moment donné où, voilà, on s'ennuie un petit peu. En fait, il faut être attentif à ce qui se passe pendant ces scènes, parce que la plupart de ces scènes-là, très explicatives, posent les bases d'une partie de l'avenir du MCU, non pas pour la phase 4, et on y reviendra après dans la phase avec spoilers, mais ce sont des bases qui sont posées pour fin de phase 4, voire toute la phase 5. Il va y avoir aussi des problématiques de compréhension globale, parce que on ne peut pas dire que le film soit très 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 accessible sur certains concepts. On nous explique que les Célestes ont créé notre univers, donc qu'ils ont notamment créé le Soleil, alors que jusqu'ici on en était quand même resté sur des origines de l'univers assez évasives dans les précédents films de Marvel Studios, puisque tout se rapportait à l'existence de l'univers depuis la création des pierres d'infinité. Or, les pierres d'infinité leur existence est abordée dans le film des Éternels, mais on ne parle plus de pierres d'infinité, mais le film parle de six singularités. Je cherche le terme exact. Donc, voilà, il y a des moments où quand même il faut essayer de traduire certains termes qui changent, qui évoluent, qui sont là certainement pour nous faire comprendre qu'il y a des choses un peu au-dessus. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'y a quand même pas assez franchement, et qu'on nous dise pas, bah voilà, en fait, l'arrivée des pierres d'infinité n'est pas la naissance de notre univers. Il y avait déjà quelque chose avant. Mais, bref, ça, à la limite, c'est presque un détail. Il y a aussi des liens qui se font, je crois, une fois, peut-être deux, en tous les cas dans les liens les plus évidents, avec les Avengers, où il y a si vous voulez, il y a une scène assez, assez posée, où les Avengers sont évoqués. Donc, alors pour moi, c'est peut-être suffisant, on va dire, dans une certaine mesure pour lier de toute façon le film, puisque à partir du moment où le film est canon pour le MCU, en toute logique, voilà, c'est lié, forcément. Il n'y a pas à tergiverser. Après, ça nous amène à une problématique qui aurait pu être casse-gueule, qui est celle de dire pourquoi finalement les Éternels, qui sont des êtres extrêmement puissants, ne sont pas intervenus dans les différentes crises de l'humanité, et concernant notamment celle avec Thanos. Et ce qui a été plutôt bien joué par Marvel, c'est que pendant la promotion du film, il a été simplement dit que la question serait résolue. En fait, il s'avère que c'est plus que ça, puisque cette question-là, c'est-à-dire pourquoi les Éternels ne sont pas intervenus, c'est la question centrale de tout le film. Tout le scénario, entièrement, est basé là-dessus, et on nous explique pourquoi en profondeur. Alors, il y aura peut-être certaines personnes qui vont considérer que, ok, ça reste assez proche du « ta gueule, c'est magique »,
le concept très cher aux joueurs du grenier. Mais en vérité, le film prend énormément le temps d'expliquer tout ça jusque dans la nature même des éternels. Donc, pareil, j'ai trouvé ça très intéressant. Là encore, sur plus de 2 heures et demie, il y a vraiment des problèmes de rythme. C'est assez bancal, mais au final, quand même, ça tient la route. Aussi, il faut bien se dire que 2 heures et demie, si long que cela puisse paraître, c'est quand même très court pour présenter une dizaine de personnages et pour les travailler. Donc il va y avoir forcément des personnages qui vont se détacher, au premier rang desquels on va trouver forcément Téna, au premier rang desquels on va trouver Caris, ou on va trouver Cersei, on va trouver aussi Sprite, et dans une moindre mesure, on va trouver quand même... j'ai perdu son nom. On va trouver Gilgamesh. Euh, tous les autres, honnêtement, sont des personnages secondaires. Et du coup, ne vont pas être travaillés. Il y a fort à parier pour que certains d'entre eux se retrouvent par la suite dans d'autres films du MCU. Je ne sais pas s'il y aura une suite aux Éternels. Très honnêtement, ça m'étonnerait. Parce que le film n'est pas construit dans ce sens-là. Mais on en reparlera là encore dans la partie spoilers. Que dire de plus de façon générale sans vous gâcher la surprise? Je dirais que alors la patte esthétique de Chloé Zhao se retrouve et ça fait franchement du bien. Quand la réalisatrice a dit récemment qu'elle avait été très marquée et inspirée par le Man of Steel de Zack Snyder, vous pouvez pas imaginer à quel point dans plein de séquences du film, je me suis dit « Ah ok, c'est un bel hommage. » Parce que beaucoup de choses, elle a réussi à amalgamer en fait son style à elle et une esthétique snyderisante, si j'ose dire. Et à ce moment-là, la musique de Ramin Djawadi se fait presque un peu zimmerienne. Je jurerais avoir reconnu à un moment donné le thème principal musical de Man of Steel, mais peut-être que ce sont mes oreilles qui m'ont joué un tour. Ça m'étonnerait, j'ai fait plus de 30 ans de musique en semi-pro, donc quand même. Mais vraiment, et puis il y a même ce côté-là dans le traitement de certains personnages qui sont présentés presque de façon christique. Alors on va régler tout de suite le problème d'Icaris. Icaris n'est pas le Superman de Marvel. Mais c'est lié en fait à sa nature même. Je dirais que, alors oui, il partage un pouvoir qui est effectivement très visuel, qui est les rayons laser en fait qui sortent de ses yeux. Il faut savoir que les Éternels ont pour point commun de manipuler l'énergie psionique. Ils ont des pouvoirs de base qui sont communs à tous les Éternels, comme il l'était pour Thanos, puisque Thanos est un Éternel. Alors c'est pas un Éternel de la Terre, c'est un Éternel de Titan. Mais c'est un Éternel quand même. Donc, tous les Éternels sont beaucoup plus forts que la moyenne, plus endurants, plus rapides quand ils le veulent, et puis ils durent, en fait ils durent. Ils vivent plus longtemps. Ça, c'est pour les pouvoirs de base. Ensuite, chacun a un pouvoir qui lui est propre. Donc, Icaris, eh bien, ça va être tout simplement, alors d'une part le vol, certes, mais surtout cette vision laser. Gemma Chan, donc, qui joue Cersei, son pouvoir, ça va être de recomposer la matière, toutes les matières à un niveau atomique.
Ensuite, nous avons donc Kingo qui est capable en fait de former des boules d'énergie psionique pour les projeter. Sprite, elle, va pouvoir modifier la perception de la réalité via l'énergie psionique en construisant soit des illusions, enfin c'est même souvent en construisant des illusions. Fastos est capable, avec cette énergie psionique, de créer soit des objets, soit de pouvoir créer de façon énergétique des assemblages d'éléments, comme par exemple réunir des esprits, accumuler les puissances de chaque éternel pour la réunir en fait en une grande puissance. Ensuite, on a Druig qui se sert de l'énergie psionique pour manipuler l'esprit des gens. Et en fait, comme il est super sympa, il passe son temps en fait à les calmer, à les gérer un peu tranquillement comme ça. Gilgamesh est capable de concentrer son énergie psionique soit dans ses poings, soit dans ses pieds, soit dans toute partie de son corps qui peut lui permettre de frapper, ce qui amplifie encore sa puissance. Ça fait de lui le plus puissant des éternels, en dehors d'Icaris. On a donc Ajak. Alors Ajak va être capable, d'ailleurs c'est la seule qui est capable de discuter directement avec les célestes, puisqu'elle a une boule d'énergie psionique qui est située au niveau de son plexus solaire et qui la relie en fait directement au céleste, et en l'occurrence au plus puissant d'entre eux qui s'appelle Arishem. Et Tena est capable de manipuler l'énergie psionique pour créer des armes et des boucliers dont elle se sert à la perfection, puisque bizarrement, comme le laisse un peu présager son nom, elle est considérée comme la déesse de la guerre. Donc, voilà, cette énergie psionique permet à tous ces éternels d'avoir un pouvoir qui lui est propre et qui, très honnêtement, va servir. Chaque éternel va avoir un rôle à jouer dans l'avancée du film. Et pour être tout à fait franc, en fait, on arrive au bout de la partie sans spoilers. Donc, globalement, le film est imparfait. Il y a des problèmes de rythme. Il y a des problèmes plus globalement de scénario, parce que certains personnages sont un peu, entre guillemets, sacrifiés. Mais forcément, il aurait fallu faire au moins 2 ou 3 ou 4 films réellement pour tous les servir correctement, en fait, tout simplement. Donc, évidemment, c'est pas possible. Malgré tout, ça reste pour moi un bon Marvel. Probablement un des plus clivants, parce que les choix qui sont faits scénaristiquement ne vont pas porter leurs fruits maintenant. C'est pas le film qui est fait pour amener le train de la hype, mais c'est le film qui est nécessaire à Marvel pour commencer à vraiment poser des bases extrêmement larges, probablement des bases beaucoup plus larges que celles qui ont été posées à une certaine époque pour annoncer la saga des Pierres d'Infinité. Là, on passe tout de suite au niveau cosmique bien au-dessus. Et donc, ça va prendre une ampleur assez incroyable. Et je pense que le film ne plaira pas à tout le monde précisément pour ça. Il y a beaucoup de questions qui vont découler de ce film et qui ne seront répondues, si j'ose dire, que dans 5 ans, 6 ans, 7 ans. Pas avant. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous en dire sans spoiler quoi que ce soit. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser, allez, on va dire quelques secondes. Le temps pour celles et ceux qui ne voudraient pas se spoiler, simplement de mettre la vidéo en pause, d'aller voir le film et de reprendre la suite de la vidéo quand vous aurez vu le film. Pour celles et ceux qui l'ont déjà vu, eh bien ma foi, vous pouvez continuer. On va parler des spoilers et je vous dis à tout de suite. Et on démarre cette partie avec spoilers, avec très clairement le plus gros
Spoil, en fait, le plus gros coup de théâtre, c'est qu'en fait, une grande partie du synopsis de départ est faux. Les éternels ne viennent pas de la planète Olympia. Les éternels ne sont pas guidés, mais ont été fabriqués par les célestes de toutes pièces dans un endroit qui s'appelle la Forge Monde. Les éternels ne sont pas là pour protéger l'humanité contre les déviants, puisque les déviants sont d'autres éternels, mais qui ont été défectueux, ou du moins considérés comme étant défectueux, puisque dotés d'une capacité d'évolution par les célestes. En fait, le but des éternels était de s'assurer que le but fixé, en tout cas, par les célestes, était de faire en sorte que l'humanité prospère, puisque plus la planète aura donc été habitée, plus la quantité d'énergie globale déployée par l'espèce dominante sera importante, ce qui permettra à une graine plantée par les célestes dans le cœur de chaque planète porteuse, à cette graine en fait d'éclore. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette graine? Eh bien, il y a un nouveau céleste. Et quand le céleste arrive à terme et que l'émergence se produit, eh bien la planète porteuse est tout simplement éventrée, déchirée, explosée, avec tout ce qu'il y a dessus, peu importe, et un nouveau céleste naît. Donc il est évident que nous avons été pris pour des chèvres, pour des mères porteuses dont la survie n'aurait aucun intérêt aux yeux des célestes, qui se posent donc très clairement et très officiellement comme étant en fait ce qu'ils sont dans les comics, c'est-à-dire des scientifiques qui expérimentent sans se préoccuper des conséquences. Donc rappelons que dans les comics, ce sont par ces expériences-là que les Célestes ont créé les Éternels, qu'ils ont aussi créé les Inhumains, qu'ils ont créé les Mutants, puisque la base même de création, alors ça c'est pas dit dans le film, mais dans les comics c'est très clair, la base même de la création de tous ces corps de héros, que ce soit les X-Men, enfin les mutants, les Inhumains ou les Éternels, la base même de la création, c'est l'espèce humaine. Qu'on soit bien clair. Donc, dans le film, c'est Cersei, en fait, après la mort d'Ajak, dont on peut finalement se demander pourquoi avoir casté Salma Hayek, c'est pour la faire mourir aussi rapidement, parce qu'en fait, ça, elle dure pas, quoi. En gros, elle doit être présente pendant 20 minutes du film. Mais bon. Donc, c'est effectivement Cersei qui, qui prend le relais, qui se retrouve à devoir gérer tout ça. Parfaite, Gemma Chan, qui le joue à la perfection. Je veux dire que c'est une des actrices de ce film qui vraiment assure de ouf, aux côtés de Angelina Jolie par exemple. Donc, il y a ce côté très comme ça, très inévitable, et où on se dit, ah ouais, non, quand même, d'accord, ok, bon, on se la prend dans la tronche, et visiblement, ce qui s'est passé avec le retour de la moitié de l'univers ne joue toujours pas en notre faveur, et visiblement, on est toujours pris pour des cons par des êtres célestes. Bon, mais du coup, ça nous met quand même bien en empathie avec ces éternels, enfin en tous les cas avec les survivants, et je trouve que c'est quand même assez couillu d'avoir une origin story qui va être à ce point-là fidèle aux comics, autant que possible. J'ai adoré la révélation, j'ai adoré tout ce qui est gestion des conséquences de cette découverte, même si, là encore, il y a de gros problèmes de rythme. Et ça prend 3 plombes pour ce qui, chez James Bond, prendrait 2 minutes. Voilà, très clairement. Pour changer voilà, d'un pays, poser de nouveaux enjeux, etc., etc. Bon. Mais c'est un choix. Et c'est un choix qui est assumé.
Et c'est ce qui fait que tout bancal que soit ce choix, le film se tient quand même globalement. Il y a énormément de choses qui vont découler de tout ça. La première, c'est de savoir déjà comment gérer une émergence. Ça, ils vont très bien le gérer, je trouve. Euh, le fait que la planète soit quand même en partie chamboulée dans sa construction, même avec la sortie de Terre de cette tête du céleste, du nouveau céleste, et d'une partie de sa main, je pense il est assez clair que maintenant les éternels ne pourront pas se cacher. Il est assez clair que l'humanité qui se rend compte, qui va se rendre compte de ça, va comprendre que ben finalement, Thanos, c'était pas grand chose, et que l'univers est encore tellement plus vaste, ça va forcément créer une réaction. Ça va pour moi forcément créer une réaction qui va être de se dire pour l'humanité, mais alors finalement on ne connaît rien de l'univers dans lequel on vit, ce serait peut-être bien qu'on l'explore. Et il va falloir envoyer des gens pour l'explorer. On suppose que les éternels ne participeront pas à cette exploration de façon très directe. La fin du film le montre, puisque très clairement certains d'entre eux sont enlevés. Euh, Icaris meurt, fin connement, mais bon, c'est surtout pour dire, ben voilà, c'est Icar, donc il va faire pénitence en se brûlant dans le soleil, bon. Mais donc, Cersei et je crois deux autres éternels ben, sont kidnappés par Arishem et vont être réduits à nouveau au rang de cobayes de laboratoire. Et Arishem décidera de lui-même si nous méritons de survivre et il reviendra pour effectuer sa sentence. Enfin bref. Voilà, très clairement, la nouvelle menace, pour le coup, hyper cosmique. Très cosmique. Et à ce jour, effectivement, il n'y a rien qui ne peut nous permettre, en tant qu'humains, de survivre si Arishem décide de nous fumer. Donc, c'est ce qui me fait dire que cette menace est encore plus lointaine que celle de Kang. Et je pense qu'il va falloir une nouvelle arrivée de nouveaux héros pour réussir à lutter contre ça. Je pense, pour en revenir là-dessus sur l'exploration de l'univers, que ce qui paraît le plus logique, c'est que pour explorer un univers, on envoie des cosmonautes ou des scientifiques qui soient capables de mener à bien cette exploration, de savoir analyser les résultats de l'exploration et du coup de nous préparer. Ça pointe, on ne peut plus clairement pour moi, vers les 4 Fantastiques qui va arriver en 2023. Alors, je dirais pas que les Célestes seront au cœur de l'intrigue des 4 Fantastiques. En revanche, ça me paraît assez clair que dans la scène post-générique des 4 Fantastiques, il y aura quelque chose. Il y aura forcément quelque chose. Donc, on verra ce que ça donnera. Il y a une chose qui est très claire, c'est que le fait que Dane Whitman, qui est donc... Alors, Dane Whitman sur lequel les bandes annonces ont beaucoup misé, je trouve ça un peu dommage. Parce qu'au final, on le voit pas pendant la plupart du film. On le voit essentiellement au début et à la fin. On comprend que donc, il va être Black Knight. Il n'y a pas de mystère. Surtout, on le voit pendant la scène post-générique. On voit surtout, alors ça je vous le dis, parce que maintenant c'est officiel, mais la voix qui met en garde Dane Whitman au moment où il allait saisir la Black Sword, c'est la voix de Blade. Et ça a été d'une part confirmé par la réalisatrice, Chloé Zhao. Ça se confirme aussi parce que, en VF, étant donné que je l'ai vu en VF, le comédien qui fait cette voix, qui dit cette phrase, c'est le comédien qui double très officiellement Mahershala Ali dans tous ses films et toutes ses séries. Et comme Mahershala Ali est casté depuis maintenant belle lurette pour jouer Blade dans un prochain film du MCU,
alors que ce soit un film pour Disney+, ou un film pour le cinéma. Donc tout ça, en fait, voilà, ça fait sens, ça se raccroche. Et il reste donc ces fameux éternels qui partent à la recherche des leurs. Dans le domo, donc dans leur grand vaisseau, c'est-à-dire donc de mémoire qu'il doit y avoir Téna, il doit y avoir Druig, et il doit y avoir Makari, donc qui a le pouvoir de se déplacer extrêmement rapidement. Et alors là, on pointe, mais on ne peut plus clairement, vers un autre film, puisque arrivent deux personnages. Premièrement, dans une sorte de... Alors, apparemment, c'est une téléportation, mais visuellement, c'est quand même assez surprenant. Arrive déjà Pipe de Troll. Alors, Pipe de Troll, bah, évidemment, c'est un troll. D'ailleurs, ça se voit, il a les mêmes caractéristiques que les trolls de la tradition irlandaise, que je trouve très marrant. Mais déjà, à partir du moment où il arrive, il y a quand même une musique qui arrive. Qui m'a fait dire, en fait, voilà, tiens, c'est marrant, ça tranche avec le style de la musique des Éternels, on est dans un truc un peu plus funky. Bon, c'est chouette. Et il arrive complètement avec un humour qui, là encore, tranche avec le reste du film. Il présente le second personnage qui arrive et qui est présenté par Pipe de Troll comme étant presque une star, une vedette, genre vedette de cinéma, connue à travers tout l'univers, frère de Thanos. Donc déjà les fans de comics se disent ah ok, donc on voit un peu qui ça peut être. Et au moment où il prononce le surnom, ou au moment où il parle de Star Fox, en moi-même, je me suis dit ah, il va nous parler de Star-Lord. J'ai fait comme une sorte de lapsus, mais je m'en suis rendu compte tout de suite. Mais quand arrive donc le personnage de, effectivement, Star Fox, c'est-à-dire Eros, le frère de Thanos, donc un éternel de Titan, qu'il arrive, qu'il a un style visuel qui est très dans le clinquant, dans le bling bling. Franchement, je l'aurais cru tout droit arriver des Gardiens de la Galaxie. Et toute la musique qui soutient cette séquence-là et qui, du coup, enchaîne directement après avec la suite du générique, est une musique, alors je sais plus le titre, mais c'est une piste pop-funk qui ressemble comme deux gouttes d'eau au style musical des Gardiens de la Galaxie. Et il le dit lui-même, et je suis là pour vous donner un coup de main, et pour partir à la recherche des nôtres, avec un sourire un peu de star. Et pour moi, c'est assez évident que Téna, Star Fox, Druig et Makari vont débarquer à un moment donné dans les Gardiens. Et je me suis même dit, pour être franc, même si on sait depuis, grâce aux annonces qui ont été faites par James Gunn, que il y aura, qu'en fait, dans les Gardiens 3, il va y avoir certainement la séparation du groupe qu'on connaît, qu'il va y avoir l'affrontement avec Adam Warlock. Mais je pense que ces éternels vont faire une incursion dans le film, et peut-être même qu'ils pourraient constituer la base de ce que sera la prochaine équipe de Gardiens de la Galaxie. Ça me paraît tellement évident, et je miserais même, parce que vraiment Star Fox a visiblement un caractère très proche, peut-être même trop proche, de Peter Quill, et je vais m'avancer, puisque le film ne sortira que je crois en 2023, mais je pense que Peter Quill ne survivra pas au Gardien 3. Donc voilà un petit peu pour les spoilers, mais globalement, il me vient quand même une question, puisque on a vu jusqu'à présent, que ce soit dans les séries
ou dans éventuellement certaines allusions faites dans Shang-Chi, il me semble quand même que d'un côté on a une menace multiverselle qui est liée à Kang, qui est déjà énorme, forcément, euh, et qui va se développer, on le sait, avec Wanda dans Doctor Strange 2, Multiverse of Madness, qui va se développer dès cette année, avec le Spider-Man No Way Home, qui se développe déjà, mine de rien, avec la scène post-générique de Venom 2, euh, et qui est déjà énormissime. Là, les Éternels nous posent les bases d'une menace à probablement aussi long terme, voire peut-être plus long terme, mais qui est à première vue complètement différente et décorrélée, qui sera donc les Célestes. Et ça me donne... Alors, je me doute bien que Kevin Feige a certainement un plan général qui va être tout aussi bien ficelé que pour la première saga. Maintenant, je trouve qu'il y a là-dedans quand même un problème, c'est que au final, d'une part, ça déroute forcément quand on voit les Éternels, parce qu'on ne comprend pas très bien le lien qui est fait, qui pourrait se faire entre les menaces posées dans la menace posée dans les Éternels et les menaces qui ont été posées jusque-là dans le MCU. Ça, c'est un premier problème. Et le problème, c'est que pour comprendre ça, il va certainement falloir attendre la phase 5, voire peut-être une partie de la phase 6. C'est-à-dire qu'au bas mot, il va falloir attendre 4 à 6 ans pour avoir un nouveau développement par rapport à ça. Pour moi, c'est un pari qui va devoir être extrêmement bien ficelé pour être gagnant à l'arrivée. Parce que si c'est pas le cas, ça va être un gros problème pour un Marvel Studios. Et je pense que finalement une partie du désamour qu'il semble y avoir entre les critiques d'une part, aussi une partie du public hein, évidemment qui déjà ne comprend pas trop le pourquoi de ce choix-là, de ces choix-là faits dans les Éternels. Je pense que ça vient donc en partie de là, du fait qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de paris faits dans les Éternels par Marvel. Le problème, c'est que du coup, on se rend compte que finalement, euh, le démarrage est bon, mais pas si bon que ça dans le box-office. On se rend compte aussi finalement que les gens sont quand même assez divisés. Euh, donc, on verra. Je pense que c'est clairement pas le film qui va entretenir le train de la hype pour Marvel. Il faut espérer que Spider-Man le fasse parce que de toute façon, les films du MCU qui sont sortis cette année n'étaient pas calibrés pour relancer le train de la hype sur le MCU. Parce que Black Widow était un film hommage qui est sorti 5 ans trop tard. Donc clairement pas tourné vers l'avenir. Shang-Chi n'a pas encore la carrure en termes d'influence et de notoriété pour ramener les foules, même si le film a très très bien marché. Mais il va falloir quand même un peu de temps pour en faire un membre de la A-team des films du MCU qui sont topissimes en termes de retombées. Les Éternels fait un pari, mais un pari à très très long terme. Donc au final, pour l'instant, je trouve que la machine a du mal à se relancer et qu'on a du mal encore à sortir de l'influence de la saga de l'infini. Euh, et j'espère en tous les cas cette année, il ne reste que Spider-Man No Way Home pour enfin être un vrai feu d'artifice Marvel comme on l'aime. On aura cette réponse, je pense, donc du coup le 15 décembre. À mon sens, il va quand même falloir que Marvel se sorte un peu les doigts du cul.
Mais personnellement, moi je vais vous encourager quand même à voir Les Éternels. Juste, ne vous faites pas d'attentes autour de ce film. Dites-vous que ce que vous allez voir va vraiment poser les bases pour les années à venir dans le MCU. C'est pas un film dont vous retirerez tout le plaisir vraiment tout de suite. Je vais finir la vidéo, cette longue vidéo, en vous donnant un petit peu mon avis sur les critiques, notamment les critiques presse. Alors il faut savoir une chose, c'est que la presse, en moyenne, voit ces films-là entre 7 et 15 jours avant les sorties pour le grand public. Il y a en fait une sorte de sélection qui fait que seuls les journaux ou les sites les plus influents sont invités à voir ces films en projection presse ou en avant-première. Et il y a donc des NDA pour la publication des critiques. Je pense sincèrement que en tout cas une bonne partie des personnes qui ont critiqué négativement le film, dans ce que j'ai pu lire en tout cas, ne l'ont tout simplement pas vu. J'ai remarqué que certains, avant même d'avoir vu le film, avaient déjà un avis établi. Alors sur la base de quoi ? Sur la base de ce qu'ils n'ont pas aimé déjà précédemment dans le MCU. Ça se voit en lisant en fait toutes les news, dont on sent bien que de news en news, la vie ne change pas, qu'on sent qu'il y a du sarcasme qui arrive, qu'on sent qu'il y a des moqueries qui arrivent, qu'on sent que, en fait, si le film ne ressemble pas à un film indé, c'est pas bien. Que s'il y a des effets spéciaux numériques, c'est pas bien. Alors, c'est vrai qu'ils sont pas forcément toujours très réussis, ça on est bien d'accord. J'ai même noté chez certains des critiques venant de personnes qui, après vérification, avaient déjà écrit des critiques sur les précédents films de Chloé Zhao et qui louaient les qualités de la réalisatrice, qui trouvent le moyen dans Les Éternels, pour ces mêmes qualités, non pas de les louer, mais de les défoncer. Sans vraiment argumenter. Et je trouve ça en fait totalement idiot, voire même assez scandaleux en fait, parce que ça revient à critiquer un film juste parce qu'on n'aime pas. Voilà, très clairement, il y a aujourd'hui des journalistes qu'on envoie voir en projection presse des films de super-héros, alors que on sait, puisqu'ils l'assument, qu'ils n'aiment pas les films de super-héros. On s'y prendrait pas autrement si on voulait défoncer gratuitement des films qui sont des films populaires. Je le dis bien, quand même. Les films de super-héros sont pas là pour être les plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Ils sont là pour remplir une des fonctions primordiales du cinéma qui est de divertir. Quand on finit une journée ou une semaine de boulot, qu'on fait ces 35 heures et même souvent plus dans certains corps de métier, quand on va au cinéma, c'est pour penser à toute autre chose qu'à la réalité ou à quelque chose qui s'y rapporte. On y va aussi, pour beaucoup d'entre nous, pour se détendre, pour débrancher un peu le cerveau, enfin en partie quand même. Et dans ce cadre-là, les films de super-héros sont un moyen tout à fait honorable d'aller au cinéma et de se divertir joyeusement sans avoir à trop se prendre la tête. Évidemment, quand même, il faut que le scénario soit bien écrit, que ça tienne, etc. etc. Mais si on avait tous envie de se détendre en allant voir un film d'Abdelatif Kechiche, qui sont d'ailleurs excellents et que j'aime beaucoup, mais on n'y va quand même pas pour se dire, tiens, ouais, on va faire la fête, on va s'amuser, machin et tout, qu'on soit bien clair.
je pense qu'à un moment donné, il va falloir arrêter cette espèce d'élitisme qui en fait formate de plus en plus les journalistes, et je pense spécialement en France. Pour moi, très honnêtement, il y en a très peu qui trouvent encore grâce à mes yeux. Euh, je dois dire que j'ai en tête un site qui s'appelle Écran Large, qui, alors paradoxalement, sur les éternels, pour une fois, ils ont fait une bonne critique. Ça va tomber je sais pas quoi, mais ça va tomber quelque chose de fort, hein. Voilà, clairement. Parce que la plupart du temps, quand vous lisez sur Écran Large tout ce qui traite du cinéma de blockbuster, c'est souvent écrit avec beaucoup de dédain, beaucoup d'ironie et beaucoup de sarcasme, ce qui me semble assez injuste. A contrario, un site que je trouve assez juste, c'est le Point Pop, qui est donc la partie pop culture et critique et dossier sur la pop culture du journal Le Point, qui est en partie drivé par John Plisken, alias Philip Gage, que j'aime beaucoup, que j'admire même depuis maintenant bien des années, puisque c'est quelqu'un qui, dans le journalisme cinéma, et plus particulièrement dans le journalisme sur le cinéma fantastique et le cinéma de genre, fait autorité. Euh, et je le trouve en fait toujours très pondéré, très mesuré dans ses avis, dans ses critiques, et toujours très avec l'envie en fait de ne pas prendre le lecteur pour une bille, et avec beaucoup de respect pour la pop culture, parce que c'est un fan de pop culture et ça se sent. Il y a toujours énormément d'arguments dans ses critiques, et qu'on soit d'accord ou pas d'accord au final avec ce qu'il écrit, on ne peut que saluer son argumentation. Ça, là-dessus, il n'y a pas de doute. C'est pas quelqu'un qui fait preuve de malhonnêteté intellectuelle. Et ça, voilà, ça, il fait partie des rares journalistes que vraiment j'aime beaucoup et dont je salue la qualité du travail, en fait. Donc, voilà, globalement, eh bien, allez voir Les Éternels, vous allez quand même passer un bon moment. Il va falloir vous accrocher, il va pas falloir rater grand-chose quand même, mais vous allez passer un bon moment. Et puis, surtout, on va se retrouver dans quelques semaines, je pense début décembre, pour une vidéo qui posera un petit peu les enjeux de ce Spider-Man No Way Home, dont j'attends beaucoup, beaucoup, beaucoup. Contrairement à ce qui se dit ça et là sur les internets, ben, le fait qu'il y ait ce melting pot d'univers, ce melting pot potentiel de Spider-Man, moi c'est quelque chose que j'attends. Parce que si c'est bien fait, ça peut être génial. En revanche, si c'est mal fait, ça va chier des bulles carrées. Mais il faut ça quand même, à un moment donné, les gars, c'est bon, quoi, il faut prendre des risques, hein. Je veux dire, il faut y aller, quoi. On peut pas passer à toute une phase cinématographique à ne faire que teaser des choses qui peut-être n'arriveront pas. Et à un moment donné, il faut y aller. Là, ce film peut y aller, et je trouverais même ça assez crétin de teaser des méchants d'univers différents si c'est au final pour n'avoir que un gars pour lutter contre tous ces méchants-là. Enfin, un gars, je schématise, on sait que Strange va être là aussi, il n'y a pas de doute. Je pense qu'il sera pas là aussi souvent qu'on peut le supposer dans le film, mais on verra. Du coup, je vais vous faire une petite vidéo là-dessus qui arrivera, alors pas avant début décembre, parce que tout simplement, entre-temps, je déménage. Je quitte mon Auvergne natale pour déménager en Bretagne, un peu plus près de mon boulot actuel. Et donc, ben, le temps de déménager, de prendre mes repères, de faire plein de trucs,
j'aurai pas le temps d'enregistrer cette vidéo avant début décembre. Et puis, peut-être que d'ici 2022, il y a pas mal de choses qui vont bouger sur la chaîne, sur la production des vidéos aussi. Mais vous verrez ça en temps et en heure. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et notamment sur Twitter, sur lequel je suis quand même relativement actif. Donc c'est @sosélaurent, puisque le @popcultureland n'est plus réellement actif. Donc ça sera sur mon Twitter personnel, vous aurez le lien en description de la vidéo. Sur ce, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao, ciao.